Ce n'est pas parce qu'on est avocat qu'on a les compétences. C'est un métier qui ne s'apprend absolument pas à la fac. Comme j'ai toujours dit, la fac apprend à être de très bons juristes et le métier apprend à être avocat et le FB n'apprend rien. Pour faire court, une collaboration principalement en droit pénal à Paris, c'est un contrat d'esclavage légal. Wow. En fait, on est derrière vraiment une vie teintée en collaboration. Parce que, en fait, des fois, tout simplement, les patrons ont peur, ce que je comprends, hein, que de se faire piquer leur cœur, etc. Et en fait, moi, j'ai une façon de gérer les audiences un peu singulière. C'est-à-dire que moi, je n'hésite pas à gueuler, je n'hésite pas à faire comprendre quand les choses me dérangent. Et certains clients aiment ça, certains clients n'aiment pas. Bonjour à tous et bienvenue sur la page destinée de juristes, le média qui démocratise le droit, son actualité et ses professions. Aujourd'hui, on est en compagnie d'un avocat qui va se présenter, un avocat pénaliste au barreau de Paris. Merci beaucoup. Enchanté, Rudy Albina, avocat au barreau de Paris. J'exerce principalement en droit pénal. Nous sommes actuellement dans mon bureau qui est situé au 11 boulevard Sébastopol, dans le 1er arrondissement de Paris. Et c'est un plaisir d'être là. Exactement. Alors, on va avoir l'occasion de repasser sur le parcours de Maître Albina, un parcours qui est quelque peu atypique, mais très inspirant. Et vous aurez l'occasion de toute façon de le découvrir. On va gentiment commencer déjà. Quelles études tu as effectuées à partir du lycée? Alors, dans un premier temps, je suis issu d'un bac STMG que j'ai effectué dans un lycée en 95, là où j'ai grandi. Après, j'ai commencé par un DUT carrière juridique pendant 2 ans. À l'université de Paris 13. D'ailleurs, je crois que maintenant ça s'appelle BUT, pas DUT, bref, peu importe, je crois que ça a changé. Après ce DUT, j'ai été réinséré directement en 3e année de droit. Puis ensuite, voilà, j'ai eu ma licence, j'ai commencé avec un Master 1 en droit pénal. Ensuite, j'ai refait un autre Master 1 parce que j'avais le temps, que j'étais très jeune et que j'avais encore un peu de maturité à prendre par rapport au, comment dire, l'âge que j'avais et la vitesse à laquelle le barreau allait arriver. Donc j'ai refait un Master 1 en droit des affaires, puis au final j'ai largement préféré le pénal, et j'ai fait un Master 2 en droit pénal à la fin, avant de passer le barreau et de faire l'école d'avocat, qui dure... alors, la formation dure 1 an et demi en elle-même. Le temps de prêter serment, on peut compter 2 ans. Donc à l'école d'avocat du barreau de Paris, qui est situé actuellement dans la ville d'Issy-les-Moulineaux. Ok, oui, c'est exactement ici les Moulineaux. Est-ce qu'il y a des matières que tu as préférées et d'autres que tu as moins appréciées? Évidemment, alors, moi de toute façon, j'ai toujours préféré le pénal, donc je sais que le pénal ça allait me plaire et c'est ce qui s'est passé. En première année, on ne fait pas beaucoup de pénal, même pas du tout dans mes souvenirs, en tout cas dans la fac dans laquelle j'étais. Alors moi, les matières qui m'avaient vraiment plu à l'époque, il y avait droit constitutionnel, l'introduction au droit civil qui était une matière aussi très sympa. Oui, principalement c'était ça. Maintenant, les matières que j'avais un peu moins appréciées, c'était effectivement le droit commercial. Dès le début, j'ai pas énormément accroché. On avait une introduction au droit des sociétés, au droit commercial. J'avais pas énormément apprécié cette matière-là. Plutôt 2e année, le droit public, en tout cas le droit administratif en lui-même, c'était une matière vraiment qui m'avait, pas débecté, mais presque. Une matière, en tout cas, j'étais pas du tout à l'aise dedans, c'est pas du tout une chose qui me parlait. Beaucoup trop abstrait, beaucoup trop éloigné en fait de ce que j'aime dans le droit en tout cas. Donc ça, c'est aussi des matières qui ne m'avaient pas plu. Histoire du droit, évidemment. Partie du principe que l'histoire, c'est la seule matière où j'ai pas eu la moyenne au bac. Évidemment que ça allait pas non plus me plaire à la fac, donc ça va pas louper. Pourtant, on en a tous les ans, tous les semestres, il y a des cours d'histoire du droit, pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui. Bref, passons. Il y en a qui défendront ça en disant que c'est de la culture juridique et que c'est très important. Culture juriste, connaître toute la sentence du droit. C'est vrai que quand je plaide aux assises, je me rappelle mes cours d'histoire du droit. Je sais absolument quel a été les châtiments au XVIe siècle avant le code napoléonien. Évidemment, ça je m'en sers tous les jours aux assises. Bref, passons. Probablement, je sais pas. Non, bref, ça doit être important, j'imagine, quand on est doctorant en histoire du droit, sûrement. Des gens un peu à la bibliothèque.
Donc voilà, c'est les matières principalement qui ne m'avaient pas intéressé à l'époque de la fac. Et c'est tout. Je pense que c'est tout Ok. principalement. Est-ce que, justement, tu as déjà un parcours qui est atypique, parce que la plupart du temps, déjà, c'est licence, master, Ouais, enfin, tout droit, quoi. ouais. Euh, En parallèle de tes études, est-ce que tu as pu effectuer des jobs étudiants ou des engagements associatifs aussi qui ont servi tout simplement ta vocation d'aujourd'hui? Bien sûr. Alors, moi, il faut savoir que j'ai travaillé vraiment pendant toutes mes études, à part le Master 2, parce que j'étais parti en province, Ok. à Lille précisément. Euh, j'ai travaillé vraiment de ma première année jusqu'à la fin de mon deuxième Master 1. Et alors, en fait, d'abord, j'ai parlé de job étudiant, puis après des stages. Déjà, il faut savoir que c'est largement faisable de faire à la fois un job étudiant et de travailler tout simplement à la fac et d'être présent en amphi, parce que c'est quand même important quoi qu'on en dise. C'est des choses qui sont quand même super importantes, dans le sens où déjà, moi quand j'ai travaillé, parce que j'ai été caissier à Truffaut, j'ai été équipier chez Quick, j'ai été serveur au Buffalo Grill, j'ai été serveur à la Criée, j'ai travaillé en boîte de nuit, quand j'avais à peine 18 ans, je ramassais des verres, je mettais des vestes au vestiaire, mon métier fabuleux. Euh, et en fait, en faisant ce genre de travail, ça te rappelle pourquoi tu fais des études. Ouais. Dans le sens où en fait voilà, moi j'ai toujours travaillé avec des gens qui voilà, je sais pas, par exemple caissier à Truffaut, encore une fois il y a des gens qui font ça mais toute leur vie, Ouais. et moi je fais ça 10 heures par semaine, j'étais en train de crever en fait, vraiment, je trouve ça insupportable, répétitif, etc. Et en fait des fois je sais qu'il y a des amis à moi qui ont lâché la fac de droit parce qu'ils se sont dit ouais, ils étaient pas dedans. Ils Ouais, étaient pas c'est dedans. ça. Et en Ouais. fait, moi, j'ai toujours été dedans, mais plus que ça, en travaillant à côté. Donc déjà, ça permet un peu de se responsabiliser, pardon, de prendre un peu son indépendance, de pas forcément compter sur les parents quand on a à peine la majorité et qu'on rentre à la fac. Voilà. Mais surtout, ce qui était intéressant, voilà, en fait, c'est de se rappeler pourquoi on fait des études. Se dire, OK, là, je trime, mes potes, ils sont déjà à un salaire de 2000 euros parce qu'ils ont fait qu'un BTS, MUC, Bac plus 2, tac, tac, qui sortent 2000 euros, c'est très bien. Mais ça m'a rappelé pourquoi je faisais des études, parce que j'aime le droit, parce que je voulais devenir avocat. Et, euh, et voilà, tout simplement, il y a A pas du d'autre sens, chose. quoi. Exactement, mais tu sais, qui a du sens pour la personne qui le fait. Donc ça, c'est la première des choses. En revanche, sur les stages, c'était encore différent, dans le sens où, en fait, avant Master 1, Master 2 et encore Master 1, je suis très gentil, c'est très compliqué de faire un stage qui est rémunéré. Ouais. Donc nécessairement, quand on a un style de vie, un mode de vie, des fois les parents n'aident pas, ou des fois on a plus de dépenses que la moyenne pour des raisons diverses et variées en fonction de l'activité et des objectifs que l'on a. On ne peut pas se permettre de pas gagner d'argent. Et moi, ça a été un peu mon défaut. Alors bien que mes parents, ma mère, si regarde la vidéo, ma mère m'a toujours aidé financièrement, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais effectivement, moi j'ai besoin d'argent et je voulais sortir, je voulais vivre comme n'importe quel étudiant de mon âge à l'époque. Et des stages ne sont pas rémunérés. En tout cas, de la L1 vraiment jusqu'au Master 1, c'est compliqué d'être rémunéré. Limite impossible. Donc en fait, j'ai pas du tout, alors si j'en ai fait un à la fin de mon DUT, mais sinon j'avais pas du tout fait de stage. J'en ai fait un qui avait duré, je crois, un mois et demi à la fin de mon DUT, et encore c'était dans un cabinet généraliste. Donc je faisais pas forcément beaucoup de pénal, donc j'avais eu un premier aperçu du métier d'avocat. Mais sinon, j'en avais pas fait énormément. Finalement, le premier vrai stage que j'avais fait à l'époque, c'était en Master 2. Pour valider en Master 2 dans un cabinet en droit pénal dans le Val d'Oise, chez Cathy Richard. Une avocate assez réputée, une consoeur, maintenant, je peux dire, assez réputée, dans le Val d'Oise, full pénal. Et après, finalement, les derniers stages que j'avais fait, c'était déjà après le barreau. Parce qu'après le barreau, on a deux stages. Le premier, c'est ce qu'on appelle un stage PPI, projet pédagogique individuel. C'est pendant l'école d'avocat, on part 6 mois dans entreprise, juridiction, en tout cas tout, sauf un cabinet d'avocat pour découvrir un peu l'envers du décor. Donc moi, j'étais parti au pôle correctionnel du tribunal d'Evry. C'est intéressant. Et puis, on a le stage final, c'est évidemment cabinet d'avocat à la fin de la formation, qui dure pareil 6 mois, où là, c'était vraiment le vrai stage avant de prêter serment, de devenir avocat, pour se former une bonne fois pour toutes, en tout cas, au métier d'avocat. Ok. Il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, même si on aura encore l'occasion de développer, c'est quand tu marquais la différence entre toi, la raison pour laquelle tu faisais tes études et pourquoi tu voulais continuer, et les autres qui gagnaient 2000 euros, voilà, parce qu'ils avaient envie d'arrêter là. Est-ce que tu penses pas que c'est justement la vocation d'avocat
qui faisait que tu avais, dans tous les cas, envie de continuer? Bien sûr, bien sûr, évidemment. Non, bien sûr, si j'ai continué mes études, c'est pas que parce que les autres métiers me dégoûtaient. C'est vraiment parce que, voilà, être avocat, moi, c'est une passion que j'ai depuis très très jeune. J'ai toujours voulu être avocat. Donc, foncièrement, oui, c'est cette vocation qui m'a aussi poussé à faire ce métier-là. Il y en a d'autres qui n'ont pas la vocation, et qui s'en rendent compte vraiment très tard. Je ne compte plus le nombre de personnes avec qui j'étais à l'EFB, à l'école de formation du barreau de Paris, enfin, bon, je vois passer les posts sur LinkedIn. Oui, maintenant je suis legal counsel dans une entreprise qui ont complètement lâché l'avocature, qui sont vraiment juristes dans des entreprises, etc. Parce que ça a ses avantages et ça a ses inconvénients, le métier d'avocat. Et il y en a pour qui, clairement, c'est pas une vocation. Il y en a plein à l'école d'avocat, je leur parlais, ce n'était pas une vocation. En tout cas, moi, ce n'était pas mon cas. Donc, au cours de ton parcours, donc on a BUT, puis la 3e année de licence, puis le master, puis l'entrée à l'EFB, puis je crois que c'est 6 mois de cours, 6 mois de stage PPI, puis 6 mois de stage en cabinet. Et vient ensuite le fameux jour, ce que certains appellent le premier jour de ma nouvelle vie, la prestation de serment. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter le jour de ta prestation de serment, tout simplement? Ouais, quelle journée incroyable. Quelle journée incroyable. Parce que là, si je dois tout raconter, je vais me raconter quelle céréale j'ai pris au petit déjeuner, là. Non, très sérieusement, c'était vraiment, si ce n'est la plus belle journée de ma vie, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, une renaissance, quelque chose d'assez singulier, d'assez incroyable. En fait, pour vous expliquer, voilà, très simplement, quand on prête serment, il y a deux phases. Il y a la phase de la prestation de serment en elle-même à la Cour d'appel de Paris. Okay. Et puis, il y a l'après-prestation de serment où on est reçu dans l'auditorium du barreau de Paris par différents représentants, UJA, représentants de l'ordre, je ne vois pas, c'était meilleur. Quand on arrive à la cour d'appel, en fait, on est avec toute une série de confrères qui passent en même temps que nous. Donc ça, c'est la première des choses qui est très intéressante parce qu'en fait, j'ai retrouvé notamment des confrères que tu connais extrêmement bien dans la avec qui, en fait, j'ai passé le barreau. Et on l'a eu en même temps, et au final, on prête serment le même jour dans la même séance. C'est vrai que c'est beau. C'était absolument incroyable. Donc en fait, pour les garçons, on nous met un genre de nœud papillon, un nœud papillon blanc. Pas pour les filles. Non, il y a vraiment que pour les garçons qu'on nous mettait ça. Il y a quelqu'un qui vérifie bien qu'on est bien habillé. On te prête une robe si tu n'as pas acheté une. Ou si tu n'as pas encore reçu la tienne, parce que faites attention aux élèves avocats qui regardent cette interview, parce que attention, les délais de confection des robes d'avocat, c'est extrêmement long. C'est vraiment extrêmement long. Je crois que j'avais commandé la mienne. J'ai prêté serment en novembre. Je crois que j'avais appelé peut-être quelque chose comme en juillet. Ah oui, quand même. Ah non, il y a de sacrés délais. Il y a de sacrés délais. Et encore, j'ai dû mettre un peu la pression à ce pauvre artisan de maison de boss pour lui dire, s'il vous plaît, c'est le plus beau jour de ma vie. Je veux ma robe, je veux pas une robe de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc on nous fait en fait passer par rang. En fait, c'est vraiment comme un tribunal. Il y a le président, les assesseurs et tout qui ouvre vraiment une audience avec le représentant du parquet qui fait ses réquisitions pour que tout le monde puisse prêter serment. Puis on fait 2 pas devant la cour, on lève la main droite, on dit je le jure. Donc vraiment un instant mémorable, une journée mémorable, surtout quand on a ces proches qui nous ont vus évoluer, travailler, galérer, rater, absolument tout. Ils venaient nous voir en fait et se dire putain mon fils, mon petit-fils, des fois, ma fille, ma petite-fille, mon cousin, ma sœur, ma tante, il y est, ça y est, et c'est super émouvant. Et puis voilà, la seconde partie, on va dire, c'est l'auditorium, moi qui m'a clairement emmerdé. Voilà, j'ai trouvé ça beaucoup plus, alors c'est plus détendu parce que là on est quelque chose de très solennel à la cour d'appel, mais à l'auditorium c'est quelque chose de différent. On peut plus parler, on est beaucoup plus tranquille. Ils nous font passer des discours hyper chiants, représentant du bâtonnier, UJA, oui, inscrivez-vous à l'UJA, c'est important, machin. Un peu plus procédural, on va dire. Voilà, tout ça, puis après tout le monde s'applaudit, et puis voilà, tout le monde sort manger à la brasserie des Deux Palais. Cher futur avocat, vous connaîtrez assez rapidement.
l'entre-soi, on appelle ça le restaurant de l'entre-soi du barreau de Paris. Ah oui, Voilà. d'accord. Passons donc voilà pour cette fameuse journée. Ok, bah c'est beau et en tout cas ça donne envie de la vivre pour tous les futurs confrères et consorts de notre très cher Maître Alvina. Alors, après avoir prêté serment du coup, donc on a le plus beau jour du reste de ma vie, enfin de ma nouvelle vie en tout cas. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que tu décides de t'installer directement? Est-ce que d'abord tu pars en collaboration? Si c'est le cas, comment est-ce que ça se passe? Alors, il faut savoir que pour prêter serment, dans les papiers pour prêter serment, parce que c'est forcément un peu long, et très compliqué, et très très chiant à faire d'ailleurs, il faut soit déjà une promesse de domiciliation, si on s'installe, ou des locaux si on a vraiment beaucoup d'argent, ou alors un contrat de collaboration. On ne peut pas prêter serment sans l'assurance de quelque chose derrière. Moi, j'ai fait le choix de ne pas commencer à me mettre à mon compte, parce que d'une, ce n'est pas parce qu'on est avocat qu'on a les compétences. C'est un métier qui ne s'apprend absolument pas à la fac. Comme j'ai toujours dit, la fac apprend à être de très bons juristes et le métier apprend à être avocat. Et le FB n'apprend rien. Vous le comprendrez assez vite, assez rapidement. Je pense qu'il y a très peu de personnes, sauf probablement des gens qui travaillent à l'UFB, qui me contrediront là-dessus. Faut que je vous arrête. Tout ça pour dire, donc j'ai fait le choix de commencer par enfin même deux collaborations. J'ai fait dans un premier temps une collaboration en droit routier où je suis resté 4-5 mois, un truc comme ça. Puis après, je suis parti en collaboration en droit pénal où je suis pareil resté 6 ou 7 mois, quelque chose comme ça. Voilà, en tout et pour tout, je suis resté en collaboration pendant 1 an. Ok. Parce que déjà dans un premier temps, mettre un pied dans le métier, apprendre, savoir se débrouiller en audience, toutes les ficelles, ce n'est pas des choses qu'on peut apprendre comme ça tout seul. C'est extrêmement compliqué. Donc, il était important pour moi, en fait, de ne pas me jeter à corps perdu, bien que moi et mon côté téméraire, on en avait très envie, de nous jeter à corps perdu. Maintenant, il y a plusieurs caractères. Il y a plusieurs caractères, plusieurs façons d'être. Il y a des gens qui sont faits pour la collaboration, qui restent toute leur vie. Ça dépend aussi des matières, pas que des caractères, ça dépend des matières. Les gens qui sont en droit des affaires, c'est beaucoup plus compliqué de s'installer. Moi, je suis pénaliste, donc c'est encore autre chose, mais j'ai des confrères et des consoeurs qui sont très bien en droit des affaires, qui sont payés, qui sont mirobolantes dans des grands cabinets anglo-saxons à Paris. Maintenant, moi, c'est pas ce à quoi j'aspirais. Moi, honnêtement, les collaborations, et encore plus en pénal, et là, je vais devoir retirer sur des gens, mais c'est pas grave, je crois que je suis un peu là pour ça, pour donner la vraie version des choses à nos futurs confrères, pour éviter qu'ils se fassent avoir par des petites choses que je vais dire sans langue de bois. Pour faire court, une collaboration principalement en droit pénal à Paris, c'est un contrat d'esclavage légal. Wow. Voilà. Parce qu'on est extrêmement mal payé, c'est-à-dire que je connais très peu, je ne connais qu'un seul cabinet en pénal qui paye au-dessus du tarif de l'ordre. Alors, le tarif de l'ordre, on est à, si ma mémoire est bonne, 3 350 €. Brut. C'est là tout l'intérêt, parce qu'en fait, le brut de l'avocat, ce n'est pas le brut du salarié. Le brut du salarié, 3 350, on tombe à quoi? 2007, ouais. 2007, allez, peut-être 2008. Avocat, tu retombes à 1 900. Voilà. Parce qu'il y a les cotisations de l'ordre, il y a la CNBF, il y a l'URSSAF, il y a les impôts, il y a les frais, enfin, c'est des meilleurs. Donc tout ça nous ramène même pas à 2 000 € par mois. Donc vous voyez, encore une fois, je ne fais pas de hiérarchie entre les métiers ou quoi que ce soit. Je vous parlais de mes potes qui ont été en BTS MUC ou en Bac+2, qui sont fait 2 000 € directement. Moi, je me retrouve avec un Bac+8, je me retrouve avec 1 900 €. Encore une fois, je fais pas ce métier pour l'argent, mais faut pas tout de la gueule du monde. Voilà. Passons. Donc déjà, moi, ça ne me plaisait pas. Et puis, moi, j'ai un côté qui est quand même très indépendantiste. J'ai un peu de mal à concevoir que je puisse continuellement, pendant des années, travailler sur des dossiers qui ne sont pas les miens, des clients qui ne sont pas les miens, où finalement, je n'ai même pas de contact avec eux. C'est juste quelqu'un qui vient me dire, faut que tu fasses des DML, faut que tu fasses des actes, des ça. Là, tu vas en audience, tu connais même pas le dossier. Ah bon, oui, mais DML, le client... c'est demande de mise en liberté. Pardon, voilà. Demande de mise en liberté. Des demandes d'actes, je vous en passe les meilleurs. Et en fait, on perd... Est-ce que c'est une question d'ego? Probablement.
Mais il y a aussi ce côté où en fait on perd un peu le sens, l'honneur et le fait d'apprécier le travail qu'on fait. Parce que quoi qu'on en dise, à l'époque, Maître Albina, comme certains l'appellent, n'était pas Maître Albina. À l'époque, Maître Albina, c'était le collaborateur de. Les actes n'étaient pas signés par Maître Albina, c'était par Maître, voilà, je ne sais pas les noms, peu importe. Allez sur mon LinkedIn si vous voulez savoir. Voilà, moi, alors, clairement, il y avait une question d'ego par rapport à ça. Ensuite, c'est pas, si j'ai fait ce métier, si je prends le risque d'être en libéral, ce n'est pas pour avoir un statut de salarié, ce sont les bénéfices du régime salarié. Ça, c'est la première des choses. Et en fait, il est arrivé un moment où déjà tu travailles comme un chien, tu n'as aucune reconnaissance, même pas de la part de tes patrons et des clients encore moins parce qu'ils te connaissent à peine et pour eux, entre collaborateurs et stagiaires, il n'y a pas grand chose dans leur tête. Et j'ai pas fait 8 ans d'études et je ne compte pas vouer ma vie en fait à travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre. C'est ce que je me suis dit très rapidement, avant même de prêter serment d'ailleurs. C'est pour ça que je me suis dit dès que je peux me barrer, je me barre. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je me suis installé au bout d'un an de bar. Alors clairement, je suis encore en train d'apprendre, hein, mais en tout cas, j'apprends à mes dépens. Je me trompe à mes dépens. J'ai des réussites à mes dépens. Et tout ce qui m'arrive, tout ce que je fais rentrer, tout ce pourquoi je travaille, c'est mes compétences que je mets à mon propre profit et au profit des clients. Moi, ça me répugnait parce que, encore une fois, toute proportion gardée et avec la plus grande humilité de la terre, c'est déjà que quand je commence une phrase comme ça pue pour la suite, mais j'estime être quelqu'un, pas de brillant, mais je ne suis pas n'importe qui, clairement. Et moi, ça me débectait de me dire que j'allais mettre mes compétences au profit de quelqu'un d'autre si je peux les mettre à mon propre profit. Ce qui fait sens. C'est le côté assez indépendantiste de ma personne, assez fier et avec un ego probablement assez surdimensionné, mais je pense que c'est ce qu'il faut aussi un peu pour pouvoir réussir, pour s'installer et pour prendre des bonnes décisions aussi quelque part. Donc voilà. Mais je pense que justement cet ego-là et cette assurance, c'est un peu ce qui est nécessaire pour un avocat déjà qui veut s'installer. Et ça débouche justement sur une question qui trotte dans mon esprit. Quelles sont les qualités essentielles d'un avocat qui veut s'installer, sachant que quand on part d'une collaboration, si on reprend tes propos, c'est qu'il y a ce truc où, en fait, je travaille pour quelqu'un d'autre et j'ai pas forcément la conviction de ce que je fais. Tu perds ce goût un peu de... On perd ce goût, parce que en fait, on passe notre temps à rédiger des choses, à plaider des dossiers, mais en fait, comme on n'a pas le contact avec le client, comme le dossier n'est pas le nôtre, c'est limite devenu un travail à la chaîne. C'est presque un travail d'usine, où en fait, tu te lèves le matin, on te renvoie un dossier sur le truc, tu me le gères avant ce soir, tac, tac, tac. Et en fait, maintenant que je suis à mon compte, j'ai forcément moins de dossiers à gérer. Et c'est normal, parce qu'il y a un moment, quand même, faut pas déconner. Mais, en fait, chaque client que je reçois, j'ai un contact humain. Moi, je vois l'humain derrière le dossier, donc je prends le dossier, en fait, à cœur. Et c'est ça que je cherche, en fait, dans ce métier. C'est de prendre les choses à cœur, c'est d'être en contact avec le client, de lui expliquer la stratégie, de tout ça. Alors qu'en fait, on est derrière vraiment une vie teintée en collaboration. Parce que, en fait, des fois, tout simplement, les patrons ont peur, ce que je comprends, hein, que de se faire piquer leurs clients, etc. Et en fait, on perd le sens de tout ça. Des fois, des fois, je plaidais, le client n'était pas là. J'avais travaillé le dossier. Et en fait, je perdais le sens de toutes mes études et du travail que j'étais en train de faire. Donc voilà. Mais du coup, pour répondre à ta question, quelles sont les grandes qualités, en tout cas, de quelqu'un qui veut s'installer avec la plus grande humilité, parce que j'ai quand même tout juste de m'installer au final. Pour moi, il faut forcément, ce dont je parlais juste avant, un côté qui est très indépendantiste. Quelqu'un qui a envie de se jeter dans le vide et de n'avoir de compte à rendre, à personne, si ce n'est au client et à lui-même. Je ne compte pas le tribunal dans le lot, évidemment, parce que ça fait partie du jeu, mais on n'a pas de compte à rendre au tribunal. On a des comptes à rendre à nous-mêmes et aux clients. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il faut, selon moi, clairement, un certain ego. Il y a beaucoup d'avocats qui disent que l'ego, c'est un défaut pour un avocat. Je ne suis pas d'accord. Tout dépend de comment on gère notre ego. Tout dépend de ce que l'on en fait. Alors oui, les avocats aux égos surdimensionnés qui passent leur temps à faire des photos comme ça au tribunal avec des écritures, oui, retrouvez-moi à tel cabinet, voilà, elle avait fait son meilleur eyeliner. Alors,
on va me traiter de misogyne. Ça compte aussi pour les mecs, hein, qu'on soit clair. Consoeur ou confrère, peu importe. Il y a un nombre d'avocats qui font ça, je ne comprends pas. Moi, je suis très actif sur les réseaux. Je partage un peu mes, euh, mes tes positions convictions. sur certains sujets d'actualité, etc. Absolument. Les délibérés que je peux avoir, les bons comme les mauvais, des fois, quand je prends des mandats de dépôt. Mais il y a un certain professionnalisme, je trouve, à garder. Et je trouve ça foncièrement difficile, en fait, de casser un peu trop ce côté sérieux. Je le fais quand même un peu parce que, bon, j'ai 27 ans, et j'aime bien quand même montrer que derrière l'avocat, il y a un humain. Mais voilà, il y a ce côté égo quand même qu'il faut prendre en compte et faire très attention. Donc le côté indépendantiste, le côté un peu égo, surtout que voilà, pour rester un peu sur l'ego, parce qu'il n'y a pas que les réseaux, il y a aussi tout simplement au tribunal. Il y a se battre par ego personnel au tribunal et il y a se battre par conviction, par assurance pour le client. Wow. Par exemple, la dernière fois, j'étais en audience à Compiègne. Et en fait, moi, j'ai une façon de gérer les audiences un peu singulière. C'est-à-dire que moi, je n'hésite pas à gueuler, je n'hésite pas à faire comprendre quand les choses me dérangent. Et certains clients aiment ça, certains clients n'aiment pas. Certains confrères aiment ça, certains confrères n'aiment pas. Et puis les procureurs n'aiment pas du tout ça. Oui, ça on va pas s'en étonner. Mais il y a beaucoup de gens qui disent, mais Rudy, tu n'as qu'un an de barre. Qui es-tu pour interrompre le procureur et lui faire des remarques? Par exemple, un truc tout bête. Et je suis pas en train de dire, ouais, je me prends pour un fou, je suis un avocat. Non. Pour moi, n'importe qui a la robe doit avoir les convictions, l'assurance de pouvoir se battre en audience. Il y a ce qu'on appelle, on fait de la psychologie de comptoir, là qu'on soit clair, quelque chose qu'on appelle un peu le syndrome de l'imposteur. Certains confrères très jeunes, comme moi, même des fois un peu plus vieux, pensent que parce qu'ils n'ont qu'un an de barre et qu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'expérience, n'ont pas la légitimité en fait de gueuler au tribunal, en fait, faire comprendre quand les choses ne vont pas. C'est faux. Tu as fait 8 ans d'études, tu as la robe, tu as trimé pour avoir cette robe, tu as toute légitimité à avoir. Et pourtant, des fois, il y a des confrères, des consoeurs, ils sont brillants. Ils sont brillants. Et ils n'osent pas. Ouais, mais Rudy, moi, je suis pas comme toi, je sais pas gueuler et tout, j'ai honte. T'as honte de quoi? Surtout que t'as la vie de quelqu'un entre tes mains. T'as la vie de quelqu'un entre tes mains, en fait. Un an de barre ou 3 mois ou 10 ans ou 15 ans, ça reste une vie que t'as entre tes mains. Ça reste une vie que t'as entre tes mains, en fait. Et c'est pour ça que, pour moi, médecin et avocat, il y a quelque chose qui se rapproche énormément. Qui se rapproche beaucoup, je trouve aussi. Pardon, moi, par exemple, quand j'étais à Compiègne, en fait, je parle de ce dossier-là en particulier parce que j'avais beaucoup gueulé sur la procureure à l'époque. Et il y a certains confrères qui m'ont fait la remarque. Et le problème, en fait, c'est que quand on a 30 mois ferme de réquisition, donc 2 ans et demi de prison ferme qui sont requis, alors que l'enquête, elle a été mal ficelée, c'est une enquête partielle et totalement orientée. Ah oui, d'accord. Ouais, faut gueuler, en fait, quand on se fout un peu de nous, voilà. Et c'est pour ça que je trouve très dommage. Mais voilà, en fait, l'ego, savoir bien le jauger et bien l'utiliser. Donc, indépendantiste, égo, forcément de l'assurance, mais ça va avec. Et qu'on soit clair, il y a un côté compétence, c'est pas une surprise, un côté compétence qu'il faut avoir parce que il y a des confrères qui, sous prétexte qu'ils ont des clients, se mettent à leur compte super rapidement. Ok. Je suis très d'accord avec ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, il faut quand même faire attention à avoir les compétences parce que si tu as une tonne de clients, parce que je sais pas, tu avais des contacts, etc., mais que tu fais de la merde, les clients vont compter et partir. Donc, un côté compétence qui est nécessaire, raison pour laquelle j'étais passé dans un premier temps par une collab. Et puis, et un côté clientèle, voilà, qui est nécessaire aussi, forcément. Les deux sont cumulatifs, sont pas alternatifs, sont cumulatifs. Un côté clientèle est giga important, parce que, faut bien faire rentrer de l'argent, faut bien faire rentrer les dossiers. Voilà. Je pense que c'est, voilà, les 4 choses très importantes pour quiconque veut s'installer. Ok. C'est très beau à entendre. Et pour revenir encore un peu sur ça, il y avait une appellation qu'on te donnait, même moi quand je t'ai connue, c'est comme ça qu'on t'appelait. C'est Rudy élève avocat. Et j'arrivais même pas. Enfin, même aujourd'hui que t'es avocat, j'ai encore du mal à dire Rudy. Enfin, Maître Albina, je suis encore sur Rudy élève avocat. Parce que c'était cette appellation. Et aujourd'hui, c'est Rudy l'avocat, tout simplement. C'est Maître Albina. Est-ce qu'il y a une histoire qui se cache derrière tout simplement ce changement d'appellation?
Ce qui est une histoire, pas vraiment principalement, mais je dirais que c'était un peu moi ma façon de me préparer à l'arrivée dans ce métier-là. On s'est beaucoup foutu de moi à l'école d'avocat. Il y a des gens que je ne connaissais même pas. J'arrivais à des réunions d'avocats, ils me disaient "T'es pas Rudy l'avocat, toi?" Moi, ça me faisait rire. Et en fait, il y en a qui voyaient ça comme un côté arrogant. Ok. Arrogant. Bah écoutez, merci. Merci beaucoup pour ces remarques. Je ne pense pas que c'est de l'arrogance. En fait, bien au contraire, je préparais un peu, selon moi, déjà un peu la communication. Je voyais ça un peu comme la genèse de l'avocat que j'allais être. Et au final, c'est ce qui, moi, m'a permis déjà de me faire quelques premiers contacts de clientèle en leur disant, bah écoutez, votre dossier dans quelques mois, je suis avocat et sûrement que je pourrais le gérer. Donc, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont cette facilité à avoir des clients parce que ils connaissent déjà un tel, ils connaissent déjà des avocats, ils connaissent, voilà, j'en passe des meilleurs. Moi, c'était pas mon cas. Moi, je suis issu d'une famille qui n'a rien à voir dans le droit. J'ai des amis qui n'avaient rien à voir dans le droit. Et en vrai, les 3/4 des amis que je m'étais fait à la fac ne sont même pas avocats. Ok. Donc, c'est un peu ma façon à moi de commencer à mettre un peu un pied dans le métier et un côté déjà très indépendantiste. En me disant, je ne veux pas simplement me suffire des dossiers que j'avais en collaboration parce que je savais qu'à terme, j'allais être à mon compte. Donc, à l'époque, Rudy l'avocat, c'était la personne qui, dès qu'il y avait un sujet un peu d'actualité, qu'il y avait un peu le temps, bah, il faisait des stories en expliquant juridiquement ce que c'était. Donc voilà, je préparais un peu, voilà, ce terrain un peu de com, sur mon Instagram pour, je parce que c'était sur Instagram, comme je m'appelais Rudy l'avocat, pour, au passage de Rudy Albina avocat, dire, je ne suis pas tout nouveau dans l'histoire. Et ce qui est quand même extrêmement drôle, c'est que les 3/4, et même mes potes, qui regarderont probablement cette interview, qui se foutaient de moi avec oui, je sais pas ce qu'on pense avec ton Instagram de mec qui est bientôt avocat, presque avocat, avocat maintenant. Moi, même quand je serai avocat, je ferai pas un Instagram. Les 3/4, ils vont déjà ouvert un Instagram. Voilà. Les 3/4 ont déjà ouvert. Ils font des stories pires que moi, ça. Et je suis sûr qu'on pense au même. Et je sais qu'on pense au même. Et il se reconnaîtra sûrement. Très probablement. Donc voilà, passons. Coucou. Mais, coucou, voilà. Mais voilà. Donc, et pour dire, en fait, au final, faut pas en fait hésiter, faut pas avoir peur en fait de faire de la com. Alors, en toute proportion, quand on est en deuxième année, on n'ouvre pas un Rudy étudiant en droit. T'as pas de légitimité. Là, il n'y a pas de vente de l'imposteur. Là, tu n'as pas de légitimité, qu'on soit clair. Mais effectivement, quand tu es élève avocat, tu as déjà passé le barreau, donc tu as déjà un certain nombre de connaissances sur le principe. Bah oui. Donc, faut voilà, rester un peu honnête, sincère dans les compétences que l'on a. Et voilà, garder une certaine humilité, bien évidemment, mais ne pas hésiter à faire ça si cela nous plaît. Je suis complètement d'accord. Et ça rentre aussi dans une conviction que j'ai, et tu me contredis si t'es pas d'accord, où pour moi, l'avocat, en fait, je conçois la profession d'avocat comme il y a les avocats pénalistes et les autres. Je vais m'expliquer pourquoi je dis ça. Parce que, à mon sens, les avocats pénalistes, c'est comme pour moi les enseignants, c'est une profession qui s'exerce avec la vocation. Enfin, pas avec la vocation, mais qui s'exerce parce qu'on a la vocation de l'avocature, tout simplement. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou est-ce que t'en penses tout autre chose? Moi, j'ai l'avis qui dérange un peu et qui te rejoint un peu là-dessus. C'est qu'effectivement, le métier d'avocat pénaliste est bien différent de toutes les autres branches. On est toujours beaucoup plus dans l'urgence du déplacement, alors que ce n'est pas forcément le cas pour les autres. Et les causes que l'on défend sont bien différentes. C'est ça. Et je ne vais pas faire de hiérarchie, parce qu'encore une fois, et je le dis très sincèrement, il n'y a pas de hiérarchie. C'est pas parce qu'on est pénaliste qu'on est forcément une meilleure personne ou un meilleur avocat ou quelqu'un de plus respectable qu'un avocat en affaires. Mais qu'on soit clair, on ne fait pas le même métier. Et j'en parlais d'ailleurs avec un confrère à moi que j'adore, qui est comme un frère. C'est pas un confrère, c'est un frère. Maxime Lotin. Donc voilà, si vous cherchez un avocat qui fait sa petite pub en droit des affaires et en droit social, Maxime Lotin, vraiment un très bon ami avocat à moi, très compétent, probablement le meilleur dans notre promo, dans sa catégorie, qui est avocat en droit des affaires et en droit social. Et en fait, on se voit aller une fois par semaine, on débriefe un peu de tout. Et en fait, combien de fois on se regarde en se disant mais putain, on fait pas le même métier en fait. Quand moi je lui racontais que j'étais parti dans le Nord à Boulogne-sur-Mer
parce qu'il y avait deux Vietnamiennes qu'on a foutues dans des valises pour les faire partir en Angleterre. Ah oui, d'accord. Et il me regarde comme ça, et il me dit quoi? Et il me dit qu'est-ce que t'as géré? Il me dit bah frère, moi j'ai géré une négociation avec L'Oréal. Waouh. Ouais, c'est vrai que Bon, on n'est pas sur on n'est pas sur les mêmes pas choses. du tout. Donc, encore une fois, c'est même pas une question de hiérarchie, c'est qu'en fait on fait un métier foncièrement différent et en fait on s'apprend l'un l'autre. Et il y a des confrères en fait, nous on est amis donc on l'accepte, mais il y a des confrères en fait qui ont du mal à l'accepter parce qu'ils ont l'impression qu'on fixe une hiérarchie. Par exemple, même dans le pénal, j'estime qu'il y a différentes branches qui font qu'on ne fait pas le même métier. Par exemple, là je vais mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière, c'est pas grave, ce sera que le 7e depuis qu'on a commencé l'interview. J'ai une consoeur qui est spécialisée, elle va se reconnaître, il n'y en a qu'une de toute façon, spécialisée dans la défense des policiers. D'accord. Mais uniquement là-dedans. Et du coup, en fait, la grande majorité de l'activité qu'elle fait, je dis pas que c'est propre à la défense des policiers, mais en tout cas, dans son métier, dans son activité, parce qu'elle m'en a parlé, en grande majorité, elle est en partie civile. Okay. Elle a aussi quelques dossiers en défense, essentiellement pour les policiers, mais elle est en grande majorité pour les parties civiles. Et je sais qu'en fait, c'est une consoeur, vraiment que j'adore, hein, vraiment c'est une amie aussi, qui l'a déjà pris mal quand je lui ai dit on ne fait pas le même métier. Mais oui, pardon, on reste foncièrement dans le pénal, mais quelqu'un qui va rester uniquement sur les parties civiles, ce n'est pas la même chose. Pour moi, être en partie civile, j'ai déjà été en partie civile, j'ai déjà défendu des policiers, mais je suis aussi en défense, en pénal, je défends ce qu'ils appellent vulgairement, je déteste ce terme, les voyous. Et ce n'est pas la même approche. On ne défend pas les mêmes choses, on ne défend pas les mêmes intérêts. Et je ne peux pas entendre que quand on est uniquement partie civile, on soit exactement la même personne, qu'on fasse exactement le même métier, les mêmes attentes, les mêmes contraintes ça fait sens, là. que quand on est en pénal majoritairement en défense. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pas qu'il y a les avocats pénalistes et le reste. Chaque branche, et chaque matière dans un premier temps, si on est en forme entonnoir, chaque matière et donc chaque branche est foncièrement différente, même en droit des affaires. Par exemple, Maxime Notin, il est spécialisé en droit du contentieux commercial et en droit social. Je connais d'autres consoeurs qui étaient en droit de la concurrence. Il y en a d'autres qui étaient en droit de la propriété intellectuelle. Encore une fois, c'est des choses qui sont foncièrement différentes. Donc voilà. Alors, dans cette perspective où l'avocat pénaliste a une vocation, ça c'est encore mon avis, mais défonce-la s'il le faut, enfin défonce cet avis-là s'il le faut. Dans cette vocation-là, il y a une qualité qui pour moi est essentielle parce que c'est l'un des meilleurs moyens de pouvoir tout simplement parvenir à ses fins, c'est l'éloquence. Et il y a une citation qui dit la vraie éloquence se moque de l'éloquence. Oui, totalement. C'est ce que tu en dis. Pour moi, c'est l'arme du pénaliste, en tout cas. Je suis assez d'accord avec ça, dans le sens où j'estime j'ai été formateur en éloquence, tu le sais, c'est aussi un peu là-dedans. J'ai été formé par Vinci aussi. Voilà, c'est comme ça un peu qu'on s'était rencontrés à l'époque. Pour moi, il est vrai que la vraie éloquence se moque de l'éloquence, pour la simple et bonne raison qu'on essaye dans un premier temps de faire penser, quand on n'est pas forcément pro là-dedans, que l'éloquence est toujours voilà, les effets de manche, c'est les beaux gestes, les belles paroles. Pour moi, c'est faux. La vraie éloquence, elle se traduit de différentes façons, de la même façon qu'on peut traduire différents styles au travers de différents caractères et de différentes personnalités. Moi, par exemple, je ne sais pas plaider autrement ou discourir autrement qu'avec conviction, force de parole, en parlant des fois extrêmement fort, parce que c'est ma personnalité et quand je suis vraiment à fond dans quelque chose, c'est comme ça que je plaide. J'ai une autre consoeur pénaliste que j'adore, à qui je passe le bonjour, Chanel de Mamou, qui est une avocate et une plaideuse hors pair, et qui pourtant plaide avec tellement de douceur, tellement de précision, avec un argumentaire qui est tellement précis, presque, moi je trouve trop scolaire, mais ça passe tellement bien au final, et on a un style qui est différent. Là où moi, je vais être beaucoup moins scolaire, où je vais être
dans l'émotion, dans la démonstration. Beaucoup de pathos. Elle est beaucoup de pathos, nécessairement. Elle est dans un calme absolu, dans une démonstration presque à l'explosion. Pendant que d'autres auront, voilà, forcément, il y a plein de styles d'éloquence différents. Ils ont parlé forcément de l'éloquence de l'avocat. La drague, c'est de l'éloquence. Aller être en boîte de nuit, aller au bar, voir une fille super jolie, aller lui parler et la convaincre de donner son numéro, c'est de l'éloquence. Le rap, c'est de l'éloquence. Pardon. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des rappeurs qui sont beaucoup plus éloquents que certains grands orateurs. Certains hommes politiques. Que certains hommes politiques, pardon. Moi, quand je vais pas aller là-dedans parce que sinon on va commencer vraiment à me dire Rudy de tel bord politique, donc je vais me taire. Mais voilà, l'idée est là, bien sûr. Toujours dans dans toutes ces compétences que tu as en éloquence, je pense qu'il y a eu aussi un moment dans ta vie, enfin je pense que c'est ta vie, hein, donc je vais pas non plus en faire empiéter dessus. Dis-moi tout. Il y a aussi un moment peut-être où t'as eu ce besoin de vouloir transmettre. Je sais pas si c'est par rapport à une question d'origine sociale ou quoi, mais en tout cas, moi aussi, du coup, j'ai bénéficié en tout cas de cette transmission que tu as apportée et je ne savais pas d'ailleurs que un jour j'aurais pu être passionnée d'éloquence. Donc, en tout cas, je profite de l'interview pour te remercier. Mais du coup, oui, tu as été formateur en éloquence. C'est ça. Ouais. Pourquoi l'avoir fait et pour toi, quelle était la chose la plus importante à transmettre? Alors, pourquoi être formateur en éloquence? Dans un premier temps, moi, je me voyais pas du tout formateur dans l'enseignement ou tout ça. Moi, la première fois que je me suis dit, j'aurais bien voulu être formateur, c'est à l'époque, parce que c'est Lorraine, moi, qui m'avait fait rentrer là-dedans. En fait, on m'avait, moi, tellement transmis à l'époque, et j'avais fait tellement un chemin absolument fou, parce que clairement, moi, il y a 10 ans, on me donnait pas très cher de ma peau. J'avais envie de transmettre tout ce que j'avais reçu. Et je me suis dit, dans quoi je suis bon? Bon, justement, je suis bon en droit, ça y a pas de souci. Maintenant, être prof à la fac, à l'époque, ça m'emmerdait quand même un peu. Et après, je me suis dit, on m'a toujours plus ou moins complimenté sur mes talents d'orateur, dans les concours d'éloquence, etc. Je me suis dit, écoute, partons là-dessus. Et c'était une expérience qui était absolument fabuleuse, parce que déjà, on est de l'autre côté de la vie teintée. Exactement. On est de l'autre côté de la vie teintée. Et en fait, on doit apprendre à être pédagogue parce que quand c'est clair pour nous, même quand on va l'exprimer, c'est pas forcément clair pour les autres. Encore moins des personnes qui sont beaucoup plus jeunes que nous. Donc on était forcément sur cette catégorie-là de choses moi-même à apprendre parce que j'étais là pour apprendre aux gens, mais moi-même j'apprenais le côté un peu pédagogique en tant que formateur d'éloquence. Donc c'est la raison pour laquelle je m'étais lancé là-dedans, parce que j'avais envie de transmettre. C'est un véritable plaisir, en fait, de voir. Et encore une fois, là, pour le coup, c'est pas de l'ego, mais c'est vraiment de voir les élèves progresser et se dire qu'on y est pour quelque chose, ça fait vraiment super chaud au cœur. Et voilà, j'avais simplement adoré. Ok, ouais, c'est très très beau. Ok, donc sur ces belles paroles, est-ce que pour clôturer cette très belle interview en beauté toujours, on va chercher la quintessence jusqu'au bout, tu aurais un conseil à donner à des étudiants en droit et qui notamment, alors, je vais bien diviser ma question, à des étudiants en droit ou à des confrères qui vont bientôt prêter serment, parce qu'il y a aussi des avocats qui nous suivent ou à des élèves avocats, tout simplement pour parvenir à leur fin et surtout, en tout cas moi c'est une chose que je retiens beaucoup de cette interview, c'est la question de l'ego et de l'assurance qu'on a qui sont corrélés à la profession d'avocat. Donc, la question est un peu mélangée, mais grosso modo, est-ce que tu as un conseil à donner à ces deux catégories de personnes? D'être solide. Soyez solide, parce qu'une fois qu'on met un pied dans le métier, on essaiera de vous écraser. Surtout si vous êtes visible. Quand on arrive dans le métier, encore plus quand on est au barreau de Paris, qu'on est 37 000 avocats, faire sa place est très compliqué. Et il ne faut pas se laisser en fait impressionner par le côté, disons,
Comment expliquer ça avec des mots simples et un peu justes? Faut pas se laisser impressionner par l'immensité du barreau de Paris. Ne pas se laisser aveugler par non plus la fame, la gloire en se disant ça y est, j'ai deux, trois dossiers, je vais mettre à mon compte. Non. Prendre le temps, être assez avisé, assez conscient, mature, de prendre les bonnes décisions, avoir assez d'assurance pour pouvoir se battre au tribunal. Et ce n'est pas des fois que le tribunal, ce n'est pas le juge ou le procureur donc il faut se battre. Des fois, c'est les confrères qui sont mais tellement hautains, tellement hautains. Je sais que après cette interview, il y a beaucoup de gens qui diront que je suis hautain, arrogant par rapport à tout ce dont j'ai parlé, et j'en ai pas grand-chose à faire. Mais il y a vraiment des confrères qui sont hautains, arrogants, encore plus quand ils sentent qu'on vient à peine de prêter serment. Ils nous perçoivent même pas comme des confrères. Moi, il y a des confrères, alors j'étais en robe quand même, qui ne m'appelaient pas confrère. Ils m'ont fait excuse-moi toi. Bonjour confrère. Ok. Ouais, c'est... Et non, bah non en fait. Donc être solide, avoir confiance en soi, prendre le temps, être intelligent, faire les bons choix, ne pas se précipiter, ne pas s'enfermer dans une collaboration, nécessairement comme je l'avais dit juste avant. Voilà, je pense que c'est vraiment les premiers conseils que je donnerais aux futurs avocats, aux élèves avocats, aux étudiants, peu importe. Voilà, ne pas se laisser faire, vraiment se démener, se battre. Enfin, c'est un métier qui est prenant émotionnellement, c'est un métier qui est prenant dans beaucoup de choses. Des fois, t'as 3 mois de barre et puis t'as la vie, t'as les 2 prochaines années probablement de quelqu'un au tribunal qui sont entre tes mains. Et justement, on n'en a pas parlé de ça et j'en parlais très rapidement. On passe notre temps sur les réseaux sociaux à voir, oui, la prison, c'est les vacances, la prison, non. Je vous invite à aller sur l'Instagram d'une grande amie à moi et concerne Aya Jagourian, qui a récemment fait des publications sur la réalité en détention. La prison, c'est pas les vacances, la violence de la prison. Il y a des ouvrages qui sont très documentés sur le choc carcéral. T'as 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois de barre, c'est super impressionnant. Il faut pas se laisser démonter, faut se donner à fond, faut se battre, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand t'arrives devant un tribunal, le prévenu ou l'accusé, la seule personne qu'il a à côté de lui, la seule personne sur qui il peut compter, c'est toi, en fait. C'est toi, et faut une solidité émotionnelle, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de gens qui fuient un peu le pénal très rapidement, parce que c'est super prenant. Des fois, les clients sont très difficiles, les familles encore plus, et le tribunal, des fois, est une violence mais inouïe dans leur délibéré. Et toute cette violence-là, c'est vraiment moi ce que je résumerais de ma première année de barre, c'est la violence. La violence des confrères, la violence du tribunal, la violence des clients, la violence de la justice, tout simplement. La violence du mandat de dépôt. Tu te dis, t'étais avec un gars, juste 2 minutes avant, tu parlais avec lui, et là, pour les prochains mois, il va rester en détention. Enfin, voilà, être solide. Solide. Moi, ça m'a démoralisé. Ok, et ben en tout cas, Maître Albina, je te remercie vivement d'avoir tout simplement encore une fois transmis. On dirait que contre ta volonté, tu le fais souvent, mais merci encore une fois d'avoir transmis toute cette violence aussi, qui c'est d'être avocat, parce que c'est, à mon sens, encore une fois, c'est une très belle profession. Ça, j'en disconviens absolument pas, faut pas se méprendre, mais c'est une profession qui reste tout de même violente, et surtout quand on est pénaliste. Donc voilà, en tout cas, merci encore. Eh ben de rien. Merci beaucoup à toi.